pourtant, vous avez un grand rôle à jouer dans cette lutte contre le cancer. Pouvez-vous revenir un peu justement sur le rôle du pathologiste dans la lutte contre le cancer? Merci Ramata. C'est un grand plaisir qu'on vous accueille, vous et votre équipe, aujourd'hui dans notre laboratoire à l'hôpital de la Diam, pour nous donner l'opportunité de parler toujours du cancer, ce sujet qui est toujours d'actualité. En fait, les pathologistes, c'est une discipline anatomo-clinique dont une partie est assurée par les médecins et l'autre par les techniciens, dont le rôle est de poser un diagnostic de certitude de toutes les maladies. En ce qui concerne le cancer, le pathologiste est le seul spécialiste qui permet de poser un diagnostic de certitude pour dire que ça, c'est un cancer. Et on pose le diagnostic de cancer, on donne des éléments pour la prise en charge thérapeutique, on donne des éléments pour savoir est-ce que le patient va s'en sortir ou non par rapport à son pronostic, et surtout, on est en avant-garde pour la prévention. Ça veut dire qu'on peut dépister des lésions précancéreuses, et ces lésions-là, si on ne fait rien, elles vont aboutir dans le cancer. Donc le pathologiste, c'est une spécialité qui est incontournable dans la lutte contre le cancer. Alors, avant de revenir à cette deuxième étape, bien sûr, qui est un peu la situation du cancer, vous parlez de diagnostic. Comment justement se passe ce diagnostic? Quelles sont les étapes? Comment se passe ce travail de diagnostic? Le diagnostic, il va se faire en plusieurs étapes. Donc, il y a les médecins qui vont faire un prélèvement. Ce prélèvement va être acheminé au niveau du laboratoire d'anatomie pathologie. Ensuite, au niveau du laboratoire, si c'est un petit prélèvement, la technicienne le prend en charge directement. Si c'est un grand prélèvement, le médecin va venir le prendre en charge. Il va découper le prélèvement pour voir quels sont les éléments, quelles sont les parties des échantillons qu'il pourra examiner. On le redonne à la technicienne qui va le transformer et on le rapporte chez le médecin. Et chez le médecin, là, il va faire l'examen au microscope pour analyser et mettre ce compte rendu. Donc, c'est plusieurs étapes. Ce n'est pas comme les automates au niveau des laboratoires où tu peux avoir ton prélèvement tout de suite et avoir le résultat tout de suite, donc quelques heures après, parce que c'est un automate qui fait tout. On n'en a pas, l'automate ne fait rien. Ce sont les médecins et les techniciens qui analysent et qui interprètent. Alors, dans votre travail, justement, vous posez le diagnostic. Donc, apparemment, vous êtes le premier, la première personne à pouvoir dire, voilà, ça, c'est un cancer. Donc, si aujourd'hui, on parle de statistiques, normalement, on ne peut que se tourner vers vous. Alors, si on parlait de la situation du cancer au Sénégal, où est-ce qu'on en est exactement? Voilà, là, vous avez une question qui est très intéressante et qui est pertinente et qui est toujours d'actualité. La dernière fois, avec le ministère de la Santé, nous avons participé à un séminaire sur le registre du cancer pour savoir combien il y a de cancers au Sénégal. Et c'est qui doit tenir ce registre, ainsi de suite. Et nous avons proposé que les registres de cancer soient au niveau des laboratoires d'ANAPAC. Je trouve que c'est à cause de source. Parce que dès qu'on pose le diagnostic, on pourra enregistrer ce cancer. Et même si le prélèvement a été fait à l'extérieur, qu'on soit en rapport avec le laboratoire qui envoie des prélèvements à l'extérieur, pour que l'on puisse savoir, dès qu'on a un cancer, que ce cancer soit enregistré. Comme ça, on pourra savoir, est-ce que c'est le cancer du sein qui est le plus fréquent? Est-ce que c'est le cancer du pancréas qui est le plus meurtrier? Est-ce que c'est le cancer du foie qui est le plus fréquent chez les hommes? Ainsi de suite. Donc, ce sera pour pouvoir adopter une bonne politique de santé efficace. Il nous faut obligatoirement avoir des chiffres réels. Mais puisqu'on n'a pas encore un registre fonctionnel, on fait toujours des approximations par rapport au nombre de patients qu'on a eu. On fait des estimations. Pour le moment, on se base sur ces estimations-là. Et par rapport justement à ce travail que est-ce que vous avez commencé à y réfléchir justement, de voir comment gérer un peu ces statistiques au niveau de vos laboratoires? Vous y réfléchissez? Oui, le ministère de la Santé, en ce moment, ils sont en train de voir, ils ont pris en compte les suggestions qu'on leur avait données. Hein. On a fait un excellent séminaire avec eux la dernière fois. Et ils sont en train de voir comment formaliser ce registre-là et surtout le faire à l'échelle nationale parce qu'on est dans des registres hospitaliers. Et ce qui se passe à la Diam sera différent de ce qui se passera à Fatick. Hein, sinon, on va dire que la Fatick, il y a plus de cancer du foie, ici, il y a plus de cancer du sein. Et chacun va dire pour que tous les cancers soient pris en charge de façon équitable en fonction de leur fréquence et de leur gravité. Donc, nous, dans le laboratoire de pathologie, on fait nos registres, mais ça devient des registres de service. Ce n'est même pas des registres hospitaliers. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont dans l'hôpital d'Al Diam et dont leur prélèvement n'arrive pas au niveau du laboratoire de l'hôpital d'Al Diam. Donc, pour avoir des chiffres exhaustifs du cancer, même dans une structure hospitalière, ça pose encore problème. Mais on est en train de réfléchir. On est toujours sur ces réflexions. Vous savez un peu le nombre de laboratoires aujourd'hui qui font justement ce travail de pathologie, surtout dans le cadre du cancer? Oui. En fait, tous les laboratoires de la pâte font du cancer.
Hein. La 80% de l'activité des pathologistes, c'est le diagnostic du cancer. Et maintenant, heureusement, on a plein de laboratoires. On a plusieurs laboratoires à Dakar, on en a dans les régions. Avant, il y avait un seul laboratoire, c'était à l'Identec. Et tout le monde disait, oui, il n'y a pas assez de pathologistes, il n'y a pas assez de pathologistes. Je pense que maintenant, les pathologistes, nous sommes tellement nombreux que même pour les chirurgiens cancérologues, je crois qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Hein. Donc, un laboratoire, on en a à Dakar plusieurs, on en a à Saint-Louis, on en a à Ziguinchor, on en a à Bombay. Et cette année, les pathologistes qui vont sortir, certainement, ils vont recruter. Il y en a un tout bas. Et donc, je pense que dans 2-3 ans, on aura des laboratoires de l'impact partout sur le Sénégal. Par rapport justement aux analyses, avant, même si vous étiez un seul laboratoire, on parlait souvent d'amener des analyses à l'étranger. Ça se fait de moins en moins ou bien ça se fait plus du tout d'ailleurs? Donc ça continue à se faire. Hein. Ça continue à se faire parce qu'une fois une habitude, elle est difficile à changer. Ça continue à se faire. Et après, il y aura beaucoup de prétextes, beaucoup de justificatifs. Parfois, ils ont raison, parfois, ils ne l'ont pas. Des fois, on va nous dire que les résultats sortent un peu tardivement. Il y a des cas où c'est vrai. Mais nous, on est un laboratoire, des fois, c'est le fournisseur qui nous fait défaut. Des fois, c'est les consultants qui ne sont pas sur place. Et tout ça aussi, ça va jouer dans le délai de rendu des résultats. Mais on est vraiment maintenant, la majorité des laboratoires, dans des délais qui sont de plus en plus courts. Et même lorsque le prélèvement part à l'extérieur, des fois, il fait un mois et demi. Alors qu'à Dakar, il aurait fait même 2 semaines, 3 semaines. Mais la tolérance que les gens ont pour les prélèvements qui vont à l'extérieur, ils n'ont pas pour les prélèvements qui restent à Dakar. Mais je crois que ça se fait quand même. On est en train de voir une inversion de la tendance. Parce qu'en termes de cancéro, il faut un diagnostic le plus rapidement possible. Donc même si ça se fait à l'extérieur et que ça fait 3 semaines, et que si ça fait à Dakar que ça fait 10 jours, c'est beaucoup plus bénéfique. Parce qu'on est dans une question de lutte contre la mort, de lutte contre la cellule cancéreuse. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec le cancer? Vous rencontrez beaucoup de cas, mais vous avez la fiche. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup plus de cancers? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeunes? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes? Où est-ce qu'on en est par rapport à cette situation? Oui, le cancer, on a une augmentation du nombre de cas de cancer, ça c'est partout dans le monde. Hein. Et l'OMS l'a dit. Dans les approximations pour 2030, on est vraiment on assiste à un accroissement du nombre de cancers, mais avec des différences quand même. Ici, on a des femmes de plus en plus jeunes qui font des cancers. On va revenir sur cette jeunesse-là qui est une jeunesse relative. On a de plus en plus de cancers chez les enfants. On a l'impression, effectivement, qu'on a plus de cancers. Donc, même dans tous les organes, que ce soit le digestif, que ce soit la gynécologie, donc de manière globale, on a l'impression qu'on a beaucoup plus de cancers au Sénégal. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait des personnes de plus en plus jeunes, surtout des femmes, qui ont ces cancers? Oui. Donc, par exemple, si on parle des femmes, tu vas me permettre de parler donc un peu du cancer du sein, oui. Pour prendre un exemple. Oui. La jeunesse, c'est une jeunesse relative, parce qu'on pense que notre âge, c'est un âge civil et un âge biologique. Donc, quand la personne a 40 ans, donc elle est née en 1980, je pense, oui. Hein, lorsqu'elle a 40 ans, ça c'est son âge civil. Mais l'âge de la femme, c'est son âge biologique, c'est l'âge de ses premières règles. Donc, si elle a eu ses premières règles à 9 ans, et par exemple, on prend une femme qui est née en 1980 et qui a eu ses règles à 9 ans, donc elle les a eues en 1989. Et une femme qui est née en 1980 et qui a eu ses règles à 18 ans, ça veut dire en 1998. Oui. Cette femme-là, qui est née en 1980, elle est plus âgée de 10 ans de l'autre qui est née pourtant en 1980, mais elles n'ont pas eu la date des premières règles. Et quand on a 40 ans en biologie, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on a 40 ans de la vie civile. Donc déjà, ces femmes, elles ont 35 ans, il faut leur demander quand est-ce qu'elles ont eu leurs premières règles. Et maintenant, calculer leur âge en fonction de la date des premières règles. Peut-être qu'on sera peut-être à 45 ans, peut-être. Hein? Et ensuite, la recherche qui va nous dire pourquoi on a un cancer du sein chez des femmes de plus en plus jeunes. Est-ce que c'est des contraceptifs injectables? Je parle d'injectables parce que les pilules n'ont pas de problème. Ou elles ont modifié leur cycle? Parce que tous les cancers, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rapport de l'âge biologique. Lorsqu'on parle d'un âge biologique, donc on parle de cycle hormonal.
Donc les femmes qui ont fait des contraceptions sur 10 ans et qui ont bloqué leur cycle hormonal, ou bien sur tous les 3 mois, elles bloquent leur cycle hormonal, ça aussi, elles augmentent l'âge de leur vieillesse. Elles se mettent dans une ménopause artificielle. Donc là, elles deviennent vieilles. Donc il faudrait savoir, est-ce que la femme-là, elle a un cancer dans sa famille? Quel est son âge de première règle? Quel type de contraception elle a? Est-ce qu'elle est obèse? Est-ce qu'elle a une obésité génoïde que les hommes aiment bien? Mais cette graisse-là aussi, ça fabrique des hormones. Hein? Donc, tout c'est ça, on va voir pour pouvoir poser maintenant l'âge spécifique de cette patiente. Mais de point de vue général, le cancer du sein, ici en Afrique, il est beaucoup plus précoce que le cancer du sein en Europe. Et quand on parle du cancer du col de l'utérus aussi, qui fait des ravages, on va dire, et qui touche beaucoup de femmes également au Sénégal. Oui, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui fait des ravages, et ça c'est dommage. Et chaque fois, je le répète partout, et le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer où ce n'est pas la patiente qui devait avoir honte. C'est nous, acteurs de santé, qui devrons avoir honte que les femmes au Sénégal continuent à faire un cancer du col. C'est un cancer qu'on peut prévenir. La prévention routière, c'est pour éviter de faire des accidents. Donc, on peut prévenir ce cancer pour éviter d'avoir ce cancer. Donc, un cancer qu'on peut prévenir, qui fait 20 ans pour se manifester, où on connaît tous les facteurs de risque, où on connaît les moyens de dépistage, ce cancer-là, il ne devrait plus exister dans un système de santé convenable. Ça ne devrait pas exister. Dans les pays industrialisés, ce cancer du col, c'est le 12e, 14e cancer de la femme. Ici, c'est le premier, voire deuxième cancer. Vous avez vu le gap. Il est meurtrier, oui. Alors que c'est un cancer qu'on aurait pu prévenir rapidement et facilement et qu'on peut même éviter. Et on doit passer dans cette optique d'éviter le cancer du col. Le cancer du sein, on va le prévenir. Le cancer du col, on doit l'éviter. Et vous touchez un point essentiel, on doit pouvoir éviter ces cancers. Mais on doit pouvoir également éviter ces stades auxquels on arrive aujourd'hui et qu'on ne voit plus peut-être ailleurs dans le monde. Oui. Pour le cancer du col, de l'utérus, c'est encore dommage. Non seulement ce cancer-là, on aurait pu l'éviter, mais il arrive au stade où la dame vient avec des douleurs, où la dame vient avec, dans un état de santé, un état général très altéré. On aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter si on avait fait un dépistage. Si cette femme-là avait fait un frottis, ne serait-ce qu'une fois tous les 5 ans dans sa vie, elle aurait pu éviter de faire le cancer du col. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est continuer la sensibilisation sur faire les frottis, qui doit faire les frottis, quand est-ce qu'on doit faire les frottis, quels sont les rythmes pour que ces femmes-là ne fassent pas un cancer du col. Et encore moins le fassent à venir en consultation à des stades avancés. Hein. Parce que si la femme, pour le frottis, c'est simple, c'est un examen qui est accessible, qui peut se faire dans tous les laboratoires de pathologie. Et même là, on attend des bailleurs, incessamment, je crois, en 2024, qui vont nous permettre d'avoir une autre technologie qui va permettre de faire des frottis, de faire des prélèvements dans leur maison elle-même, faire des autoprélèvements et les amener à l'hôpital. Ça veut dire qu'à Kolda, on peut prélever les femmes et les apporter à Dakar ou bien à Ziguinchor. Donc tout ça, c'est plus facile. Et le frottis, c'est simple. Le frottis, une fois qu'on a commencé une activité génitale, c'est à ce moment-là qu'on doit faire le frottis. 5 ans après le premier rapport. Quand on est jeune, on peut le faire tous les 5 ans. Ensuite tous les 3 ans, ensuite tous les 2 ans, ensuite tous les ans. Mais continuer à faire les frottis jusqu'à ce qu'on ait 70 ans, 75 ans. À un moment donné, elles vont arrêter. Et à ce moment-là, elles feront un cancer du col. Et là, si on fait un dépistage organisé, les acteurs de santé vous diront vous allez le refaire dans 3 ans, vous allez le refaire dans 4 ans. En fait, il n'y a pas de standard. On ne peut pas dire vous allez le faire à 35 ans, toutes les femmes à partir de 35 ans, vous faites un frottis, ou bien toutes les femmes à partir de 40 ans, vous en faites un frottis. Je vous ai dit que c'est 5 ans après le premier rapport. Donc la fille qui a fait son premier rapport à 18 ans, elle fera son premier frottis à 23 ans. Mais celle qui l'a fait à 23 ans, elle fera son premier frottis à 28 ans. Donc lorsqu'elles auront toutes deux 40 ans, l'une sera plus vieille que l'autre. L'autre devra venir à faire des frottis tous les 3 ans et l'autre, elle va rester à 5 ans. Lorsqu'elles auront 50 ans, elles n'auront pas le même âge biologique. L'autre, elle devra faire un frottis tous les 2 ans, l'autre, elle devra le faire tous les 3 ans. Mais ce qui est dommage également au Sénégal, c'est que la femme ne va voir le médecin ou la sage-femme ou le gynécologue que lorsqu'elle se marie, au mariage, après avoir consommé le mariage, c'est à ce moment, ou bien même des fois, quand on sent qu'on a une première grossesse.
Oui. Donc ça c'est important. Et effectivement, lorsque nous partons de nos comptes en banque, nos salaires, lorsqu'ils sont virés au niveau des banques, on te l'impose. On te l'impose. Et à un moment donné, il faut qu'aussi au niveau du ministère de la Santé, qu'on puisse imposer, en plus leur faciliter la banque. Je te dis, tu amènes ton salaire dans telle banque, mais la banque aussi, elle existe à Dakar, elle est accessible. Donc, il faudrait que des patients, nous, on confie nos biens, nos deniers, notre argent aux banques, mais lorsqu'on te confie ta santé, aussi c'est à toi de voir, c'est à toi, c'est au système de santé. Ce n'est pas la patiente, on ne lui demande pas, elle n'a pas appris la médecine, elle ne connaît pas la gynéco, elle ne connaît pas, elle sait, elle est ingénieure, elle est femme au foyer, elle est coiffeuse, elle connaît sa spécialité. Elle sait quand est-ce qu'elle doit se laver les cheveux, si c'est la coiffure, ainsi de suite. Mais elle ne sait pas ce qui est en rapport avec sa santé parce qu'il faut faire des études. 7 ans, 14 ans, moi, ce que je vous dis là, ben, je ne l'ai pas appris dans la rue. Donc maintenant, c'est à nous les acteurs de santé, de faire cette sensibilisation-là, après de trouver les voies et moyens de rappeler les femmes. Par exemple, si tu prends l'exemple des visites prénatales, on pourrait faire certains examens obligatoires pendant les visites prénatales et faire des spots publicitaires. Et la femme, elle sait que lorsqu'elle a tel âge, elle doit faire un frottis. Et vous recevez vos factures de téléphone, d'électricité, du ministère de la Santé, doit pouvoir aussi envoyer. Les gens, on les connaît maintenant. On connaît où est-ce qu'ils habitent. Il y a les mairies, il y a beaucoup. Si on a cette volonté, on peut. Et moi, je ne rejette pas la responsabilité sur les populations. Non, ils nous ont confié leur santé. Aujourd'hui, si tu confies ton argent à la banque, même si demain elle a un problème, elle te paye ton argent. Ils nous ont confié leur santé, mais c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on doit faire de mieux pour fructifier leur santé, pour savoir quel investissement ils vont faire. Donc c'est à nous de voir et je pense que ça pourra se faire. Alors je rappelle que nous sommes avec le professeur Nafissa Ndiaye qui est pathologiste et qui est le chef du service d'ANAPAD ici à l'hôpital d'Al-Adjam. Alors on l'a invité pour parler de cancer, c'est vrai, mais dans ses propos, on sent que c'est quelqu'un qui opte beaucoup pour la prévention, la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui encore, c'est dommage pour elle et j'imagine pour beaucoup de médecins qu'on arrive à un certain stade pour espérer guérir du cancer. C'est possible de guérir du cancer, comme vous dites, mais il faut s'y prendre très tôt. Je prends l'exemple aujourd'hui des femmes qui sont en âge de procréer, qui ont des enfants. Souvent, lors de l'allaitement, elles ont des abcès, ça arrive. Malheureusement, ces abcès deviennent cancer et c'est des situations assez délicates pour de jeunes mamans. Oui. C'est bien, Ramata, tu as bien touché du doigt sur le fait qu'on peut guérir du cancer et qu'en fait, ce cancer-là, ça fait des années, je crois que toi et moi, on en discute, mais on a toujours l'impression de faire du surplace. Et à un moment donné, ça te décourage, ça te démotive parce qu'on peut faire quelque chose et on doit faire quelque chose. En fait, il y a beaucoup de différences entre abcès, il y a beaucoup de lésions au niveau du sein. Et maintenant, tant que le pathologiste n'a pas fait un prélèvement pour te dire que ça, c'est une mastite, une inflammation du sein, ça peut être une tuberculose mammaire, ça peut être un abcès du sein. Par exemple, c'est plus fréquent au niveau de l'allaitement, mais même des fois, en dehors de l'allaitement, enfin, ils vont se fâcher un peu les hommes. Si tu as un mari qui n'a pas une bonne hygiène buccale, il peut des fois aussi transmettre à sa femme, parce que les maris, des fois, ils se prennent pour des bébés, ils peuvent transmettre des microbes et vont faire des abcès du sein. Donc c'est toujours, on peut avoir n'importe quelle lésion. Quand le lait passe, des fois, c'est comme si tu as un embouteillage, tu as des voies parallèles. Et donc quand le lait passe au niveau des canaux, des fois le canot il est un peu obstrué, il est un peu rétréci, et le lait il va chercher des voies parallèles. Et ça aussi, ça va entraîner des lésions au niveau du sein, voire des abcès. Et tout ça, il faudrait qu'on fasse un prélèvement et qu'on te dise, est-ce que c'est un cancer ou bien c'est pas un cancer. Mais tant que le pathologiste n'a pas dit c'est un cancer, ça peut ne pas être cancer. Il y a beaucoup de lésions chez les femmes qui allaitent, qui ne sont pas cancéreuses, mais qui sont liées à l'allaitement. Le lait a été stocké trop longtemps, la femme va travailler, le lait c'est un peu caillé, donc c'est un peu obstrué, et le lait, après, il va fermenter. C'est le lait qui fait du lait caillé. Donc, s'il fermente dans le sein, forcément, il va détruire le sein, parce que le sein est constitué de graisse. Et donc, ça fait mal, parce qu'il va toucher des nerfs et consorts. Et on va se dire que c'est un cancer, alors que ce n'est pas un cancer. Ce sera un cancer que lorsque le prélèvement sera fait et que le pathologiste dira que c'est un cancer. Sinon, ce n'est pas un cancer. Autre aspect du cancer qu'on aimerait qu'on aborde, c'est surtout pour cette sensibilisation des populations. Dès qu'on parle de cancer ou qu'on voit une personne qui a un cancer, malheureusement aujourd'hui dans les structures de santé et encore en Afrique, c'est des plaies,
c'est des odeurs, c'est des douleurs. Pourquoi? Oui, et c'est très malheureux et c'est très dommage. La dernière fois, on a eu un cas comme ça, une jeune femme qui est venue au laboratoire, elle avait 27 ans. Elle est venue, la première fois, ça faisait 1 an avant, donc elle avait 26 ans, elle était toute pimpante, toute jolie, avec son greffage, son petit sac. C'était un cancer du sein, malheureusement. Elle est venue quelques temps après. Après, là, on l'a perdue de vue. Elle est revenue après. Elle était accompagnée de sa mère, de sa belle-mère. Elle n'avait plus le greffage, elle n'avait plus le maquillage, elle avait les sandales. Mais elle avait développé avec toute l'équipe un lien tellement personnel parce qu'elle était gentille et tout. Tout le monde était découragé. Toutes mes techniciennes ce jour-là, elles ont pleuré. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est que le patient qui souffre. Même nous qui sommes impuissants devant leur douleur, nous souffrons. Et cette femme-là, lorsqu'on leur a dit que c'est un cancer, ils n'ont pas cru, peut-être. Ils ont commencé à faire le traitement traditionnel. Et ce petit cancer-là, la cellule cancéreuse, c'est une cellule elle est extrêmement intelligente. On l'appelle cellule maligne. Mais elle est sournoise et elle est sadique. Au début, elle ne te fera pas mal. Parce que c'est que si elle te fait mal, la patiente va venir consulter. Donc au début, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de douleur. Parce que dès que tu auras un signe, tu vas te dire, j'ai perdu du sang, il y a une goutte de sang, qu'est-ce qui se passe? Je vais venir consulter. Et tu vas consulter au moment où elle n'est pas encore prête, parce qu'elle doit développer une armée. Il faut qu'elle ait une armée. Toi, tu es l'armée de terre, toi, tu es l'armée de l'air, toi, tu es les marins. C'est vous qui devez aller faire des métastases, des localisations au niveau des autres organes. En fait, elle doit développer son armée. Et tant qu'elle n'a pas développé son armée, les sous-marins et consorts, lorsqu'ils font la guerre, on fait les sous-marins. C'est au moment où ils doivent sortir leur cible que tu vas les voir. La cellule cancéreuse, elle a ce truc-là, ce type de comportement. Elle est sournoise, elle ne te fera pas mal. Tu vas attendre la douleur, tu ne vas jamais consulter. Tu attendras les signes, tu ne vas jamais consulter. Et comme ça faisait pas mal, et que la boule était petite, ils se sont dit non, ça ne peut pas être un cancer, parce que justement, ça fait pas mal, des choses comme ça. Le cancer, à ce début, ne fera jamais mal. Le cancer, à ce début, ne va avoir jamais de signes qui t'obligera. Ce sera des petits signes. Hein. Tu vas perdre du sang au niveau des selles, tu vas perdre du sang en dehors des règles. Ça va s'arrêter, tu dis, ah, c'est une goutte de goutte, c'est rien. Non, c'est quelque chose de grave, parce que ce n'est pas normal. Il faut consulter pour qu'on te dise, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave. Et maintenant, lorsque le cancer va continuer, il s'est bien installé, il a développé ses propres vaisseaux, et là, il s'est bien implanté. Et là, il commence à se développer. Donc, il va détruire. Il détruit toutes les structures de l'organe. Il va faire, donc, puisqu'il détruit, c'est là qu'il va amener des plaies. Il va détruire. Maintenant, il se fiche que tu saches qu'il est là ou bien qu'il n'est pas là, parce qu'il sait qu'il est assez armé, il pense, pour te résister. Donc, il va commencer à te faire mal, il va attaquer tes nerfs. Alors éviter les nerfs, justement, pour que tu ne sentes pas la douleur. Elle est intelligente, cette cellule. Et dès que tu la sous-estimes, lorsqu'on pense que le cancer, c'est comme la bactériose, c'est comme le bacille de Koch, ou bien c'est comme le Plasmodium falciparum, ces germes-là qui entraînent des maladies, eux, c'est toujours le même standard. Il fera ça, il fera ça, il fera ça, mais la cellule cancéreuse, non, elle n'est pas standardisée. Elle regarde comment l'organisme est, parce qu'elle est à l'intérieur, et elle voit comment quelle arme elle doit développer pour atteindre cet organisme-là. Donc, une fois qu'elle est bien implantée, elle va commencer à attaquer les nerfs, et la douleur va venir. Elle va attaquer les vaisseaux. Elle s'en fiche parce qu'elle a créé elle-même ses propres vaisseaux qui vont nourrir le cancer, mais qui ne vont pas nourrir l'organisme. Donc, la femme va commencer à saigner. Ces plaies-là, ça va commencer à faire des douleurs. Et là, c'est à ce moment-là, on est dans les cancers avancés. Et il y a beaucoup de femmes jusqu'à présent qui viennent dans ce stade de cancer avancé ici à Dakar. Et normalement, on ne devrait plus avoir ces cancers. Et c'est parce qu'on a laissé à la cellule cancéreuse le temps d'agir. C'est pour ça. Autre question également par rapport toujours au cancer. On a tendance à dire que le cancer est plus ravageur quand la personne est jeune que chez un sujet âgé. Oui, après ça dépend des cancers. Par exemple, un cancer du sein, chez une femme jeune, il y a des cancers qui sont hormonodépendants. Ça veut dire que ces cancers-là, ils se nourrissent avec les hormones. Donc, quand tu es une femme jeune et que tu as un cycle hormonal qui est là, en fait, la cellule cancéreuse, elle a besoin d'hormones et tu lui donnes des hormones. Elle n'a même pas besoin de produire ces hormones pour se nourrir, elle, tu lui donnes des hormones. C'est tout béni pour elle. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas, il se nourrit d'hamburger, tu le mets dans un fast-food, mais il ne va plus partir. Donc, ça va le faire grossir. Et si la femme a un cancer qui dépend des hormones, elle est jeune,
elle fera un cancer hormonodépendant. Si elle fait un cancer hormonodépendant, elle sera plus agressive. Si la femme est âgée et qu'elle fait un cancer qui n'est pas hormonodépendant, elle sera moins agressif. Hein. En fait, les cancers sont différents. C'est comme les empreintes digitales. Autant tu peux avoir des cancers agressifs chez les femmes jeunes, autant tu peux avoir des cancers agressifs chez les femmes âgées. Il n'y a pas de standard où on est jeune, on fait des cancers agressifs, on est âgé, on fait des cancers moins agressifs. Non. Ça dépend de la cellule cancéreuse, de sa malignité à elle. Généralement, on dit que chez les intellectuels, ils font des cancers les plus compliqués. Parce que peut-être cette cellule-là, comme elle fait partie de notre organisme, elle va faire des cancers qu'on appelle très différenciés, qui sont plus difficiles à traiter. Et tu vois des femmes, elles ont un cancer, elles ne savent même pas que c'est un cancer. Elles peuvent vivre longtemps, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas ce stress. Le cancer, il n'est pas différencié. Tous les traitements marchent sur ce cancer. Hein. Donc, ce n'est pas en fonction de l'âge ou bien en fonction du sexe, c'est plutôt quel type de cancer. Une fois qu'on a le type de cancer, le pathologiste va te dire, le cancer que j'ai diagnostiqué chez cette femme-là, c'est un cancer agressif. Parce qu'il va voir tous les éléments pour voir l'agressivité. Il va le voir dans le comportement de la tumeur, mais pas dans l'âge civil de la patiente. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son âge biologique et le comportement biologique de la tumeur. Parce que le cancer, c'est la biologie. Et on te dira dans le compte rendu que c'est un cancer agressif ou c'est un cancer qui n'est pas agressif. On parle des cas de cancer avancé quand il y a ces plaies, quand il y a ces odeurs, quand il y a ces douleurs. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire arrivé à ce stade? Oui. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Parce que lorsqu'on baisse les bras, des fois il y a des situations où vraiment on baisse les bras, mais la patiente n'a jamais encore eu de traitement. Peut-être qu'elle a un cancer qui n'est pas très agressif. Et dès qu'elle a une chimiothérapie, tout peut se transformer. Peut-être qu'elle a un cancer qui n'est pas très agressif. Dès qu'elle a une radiothérapie, elle peut avoir une amélioration. Pour les cancers qui sont avancés, tant qu'on n'a pas fait une analyse pathologique pour savoir que ce cancer-là, parce qu'hier on a eu un cancer avancé, mais c'est un cancer qui n'est pas du tout agressif sur ce que j'ai vu au niveau du prélèvement. Donc si le cancer n'est pas agressif, c'est bon. On peut faire un traitement. Là, on est en train de traiter un patient qui est très âgé, qui a un cancer agressif, pas agressif. Et on l'a confié aux radiologues qui vont faire un traitement au niveau de la radiologie. Et ils pensent que le patient il va pas guérir, mais quand même il pourra survivre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Hein, parce qu'ils n'ont pas encore eu de traitement. Tant que le cancer n'est pas très agressif, si cliniquement on a beaucoup de plaies, on a beaucoup de trucs, ça c'est l'aspect extérieur. La cellule, elle est maligne. Elle va te dire, ici, il n'y a plus rien à faire. Regarde, il n'y a plus rien à faire. Elle ne veut pas que tu fasses quelque chose. Elle ne veut pas que tu l'as. Donc, elle aussi, elle va jouer dans l'aspect macroscopique de la lésion. Mais il ne faut jamais baisser les bras. Tant que ceux qui sont dans le traitement, le chimiothérapeute, le radiothérapeute, ont dit que là, s'il n'y a rien à faire, ça c'est eux qui diront qu'il n'y a rien à faire. Autre question, c'est par rapport aux femmes. On a vu que beaucoup de femmes, malheureusement, ont pas laissé traîner, mais le cancer a avancé, surtout au niveau du sein. D'autres ont malheureusement perdu la vie, tout simplement parce qu'à un certain moment, il fallait enlever ce sein que beaucoup de femmes n'acceptent pas. Par rapport à ces situations également, que pouvez-vous nous dire? Oui, ça fait partie aussi des problématiques du cancer. Je trouve que n'importe quelle femme, si on te dit qu'on doit enlever ton sein, tu ne vas pas dire, ah oui, allez-y, faites, je suis d'accord. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et normalement, ça ne devrait même pas se passer comme ça. Donc, c'est d'abord essayer de préparer cette femme, lui faire comprendre qu'on n'a pas d'autre choix, parce que ce n'est pas dans tous les cancers qu'on va enlever le sein, mais qu'on n'a pas d'autre choix, qu'il faut enlever le sein, parce qu'on a 2 choses. Soit on laisse le sein, soit vous perdez la vie à court terme. Donc, lui faire savoir que maintenant, enlever le sein, qu'on appelle mastectomie, ça devient obligatoire pour elle. Comment lui dire? Peut-être que maintenant, c'est un peu sur... Les médecins ont beaucoup de patients, il n'y a pas assez d'assistantes médicales, il n'y a pas assez d'assistantes sociales assistants sociaux, pour pouvoir parler aux patients, leur expliquer qu'il faut qu'on l'enlève. Non seulement elles ne veulent pas, mais lorsqu'elles ont compris, ça c'est difficile, lorsqu'elles ont compris, parce qu'on leur donne des arguments, elles savent que ces femmes-là, elles ne sont pas bêtes. Quand on leur explique qu'elles n'ont pas le choix, elles sont d'accord pour l'enlever. Mais si on ne leur explique pas,
Des fois, on leur dit oui, vous venez demain, on va vous enlever votre sein. Elle va te dire non, parce que vous ne m'avez pas expliqué. Mais si nous n'avons pas le temps de leur expliquer, parce qu'on dit pour nous c'est évident, parce qu'on sait qu'il faut qu'on lui enlève, mais est-ce que pour elle c'est évident? Quand tu dis oui, ou quand je reviens sur la banque, parce que je dis on est des médecins, nous on est des médecins, et quand tu viens sur ton compte en banque, ton banquier, est-ce qu'il a le droit de faire des prélèvements, des retraits, des investissements sans t'avertir? Il ne le fera jamais. Donc c'est pour ça la même chose. Il faut lui expliquer, madame, voilà, votre maladie c'est ça. Il faut qu'on enlève la maladie, elle est grave, elle est agressive. On n'a pas d'autre moyen de traitement que de vous enlever. Mais si on vous enlève le sein, non seulement vous allez gagner sur la vie, mais on peut avoir des prothèses, on peut avoir jusqu'à ce qu'elle accepte. Mais toujours sachant qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que le cancer, comme on l'a touché pour faire le diagnostic, la cellule cancéreuse va dire ah, ils m'ont découvert. Et même si elle avance à bas bruit, c'est comme un voleur. Il va avancer à bas bruit, mais dès qu'on va dire coca là, oh, tu vois qu'il va rester là à t'attendre. La cellule cancéreuse, c'est la même chose. Dès que tu l'as touché pour faire la biopsie, pour poser ton diagnostic, à ce moment-là, elle augmente sa vitesse de multiplication. Et à ce moment-là, il faut dire à la femme, sachez que vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous. Mais généralement, lorsqu'on leur explique, hein, et des assistantes médicales, il y a certaines assistantes médicales qui sont formées pour ça, il y a certains cancérologues, chirurgiens qui ont des bonnes assistantes médicales, et elles expliquent, et les patients généralement, quand on leur explique, elles savent. Malheureusement, c'est très intéressant, mais le temps de l'émission est presque terminé. Donc, j'aimerais bien, avant qu'on passe à la version Wolof, vraiment, de parler du cancer des hommes. Donc, une question seulement par rapport à cela. On a célébré Novembre bleu pour s'intéresser au cancer des hommes. Est-ce que également, à ce niveau, on note ce même problème, ce même retard que pour les femmes? Oui. Donc, on a sectorisé le cancer des femmes et le cancer des hommes. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des cancers qui touchent les femmes et les hommes. Tout à fait. Et que le cancer des femmes, ce n'est pas simplement le cancer du col et du sein, il y a le cancer de l'endomètre, des ovaires et tous les cancers de l'appareil génital féminin. Et les hommes aussi peuvent faire des cancers du sein. Ils ne sont pas aussi nombreux que les femmes, mais il y a des hommes qui font des cancers du sein. Le cancer qui est spécifique aux hommes, effectivement, c'est le cancer de la prostate. Mais c'est comme pour le cancer du col, hein, comme pour le cancer du sein, autant pour moi. Sur les prélèvements que l'on reçoit, on reçoit beaucoup plus de prélèvements où on pose le diagnostic de cancer de la prostate. Alors peut-être il y a 5 ans, 10 ans, sur les prélèvements qui nous venaient des services d'urologie, on avait beaucoup plus de prélèvements qui sont des adénomes de la prostate, qui sont des tumeurs bénignes. Mais maintenant, sur par exemple le plateau qu'on a dans notre bureau, je vais le montrer tout à l'heure, sur les 10 prélèvements qui viennent du service d'urologie, les 6 sont des cancers de la prostate. Et avant, les cancers de la prostate, c'était des sujets âgés. Mais maintenant, on a des cancers de la prostate à 40 ans. Ah ben oui. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc, tout rajeunit. Est-ce que les gens, ils vieillissent rapidement ou bien pourquoi, hein? Il y a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de développer sur ça. Ils ont l'âge biologique comme nous? Oui, ils ont un âge biologique, oui. Ils ont un âge biologique. Après aussi, ils ont peut-être un comportement qui n'est peut-être pas le même comportement qu'avaient nos pères et nos grands-pères, qui fait qu'ils fatiguent beaucoup plus la prostate, j'en sais rien. Il faudrait que ça demande beaucoup plus de discussion. Mais on voit un rajeunissement du cancer de la prostate. À 40 ans, avant, on n'avait pas de cancer de la prostate. Et maintenant, à 40 ans, on en a, à 60 ans, on en a. Et 60 ans, ils sont quand même jeunes. Et avant, donc, c'est un cancer aussi qui est en progression. Est-ce qu'il est comme le cancer du col de l'utérus? Il peut rester des années dans l'organisme avant de se déclarer également? Oui. Il y avait une étude qui a été faite par un de mes anciens patrons, le professeur Julien Votoguet, que je salue. Elle a fait une étude sur les cancers de la prostate, sur des sujets qui arrivaient à la morgue et qui étaient morts d'autre chose que le cancer de la prostate. Donc, ils ont fait un accident de la voie publique. On a analysé leur prostate pour voir est-ce qu'ils avaient un cancer de la prostate. Et on voyait que ces patients-là, qu'ils n'ont jamais eu un problème prostatique, ils avaient un cancer de la prostate. Et donc, peut-être que s'ils avaient vécu jusqu'à 80 ans, 90 ans, ce cancer allait se développer. Mais le cancer de la prostate, c'est un cancer aussi qu'on peut diagnostiquer très tôt, parce que la prostate, il y a une partie centrale et une partie périphérique. Mais le cancer, parce que comme Dieu, il est très miséricordieux, le cancer, il commence au niveau des zones périphériques. Donc, il va de la périphérie vers l'intérieur. S'il commençait du centre vers l'extérieur, ça aurait été beaucoup plus difficile pour poser des diagnostics de cancer de la prostate débutants. Mais comme ça commence de l'extérieur vers l'intérieur, on fait un prélèvement, les urologues font des prélèvements et c'est facile de poser un diagnostic. Donc, il peut évoluer à bas bruit. Cette étude-là, sur les cadavres, l'a montré.
on a des cancers de stade 1, stade 2 sur des cadavres. Et les patientes, elles ne savaient même pas, lorsqu'on fait à son entourage les questions qu'on pose, ils n'ont jamais eu un problème de cancer de la prostate déclaré. Donc, les gens peuvent avoir un cancer de la prostate et ne pas mourir de ce cancer de la prostate. Il y a des cancers de la prostate qui sont inoffensifs, entre guillemets, et d'autres qui sont beaucoup plus agressifs. Ils sont beaucoup plus agressifs chez les hommes jeunes. Hein. Donc, mais il évolue longtemps, le cancer de la prostate, comme pour le cancer du col de l'utérus. On doit également avoir un comportement comme pour le cancer du col, aller souvent en consultation, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Le cancer du col, c'est un peu différent. Le cancer du col, on peut l'éviter. Ce sont les lésions précancéreuses qui vont évoluer pendant très longtemps et qui vont, sur les diagnostics, ça va nous empêcher de faire un cancer du col. Dans le cancer de la prostate, il y a certains âges, on est en train de voir est-ce qu'on peut le prévenir ou bien en se basant sur le taux de la PSA, c'est une hormone qui est développée par la prostate, ou bien est-ce qu'on doit faire le diagnostic précoce, hein? Donc, il y a ces deux écoles-là. Il y a ces deux écoles-là. Donc, mais la PSA, elle n'est pas spécifique. Son augmentation n'est pas spécifique au cancer de la prostate.